Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve toujours à Buenos Aires, mais cette fois on va te parler d'un bâtiment qui nous fascine. Pour la petite anecdote, on a vécu ici durant une année, il y a déjà 7 ans, et on a adoré cette ville. Quand on est arrivé ici, on voulait tout apprendre de la culture argentine, tout comprendre du pays, mais le tout premier bâtiment qu'on a visité, c'est celui-ci. Et il n'a pas l'air comme ça, mais il a été révolutionnaire. Quoique, quand tu le regardes, tu te doutes qu'il y a un truc qui est pas banal avec ce bâtiment. Ah, et c'est une bibliothèque, c'est la Bibliothèque nationale d'Argentine. À Paris, il y a la pyramide du Louvre, et ben, on va à la pyramide de Buenos Aires. Alors avant de vous parler de ce bâtiment, il faut qu'on vous parle de l'endroit dans lequel on se trouve. C'est un parc et il fut un temps où la résidence présidentielle était installée ici. Alors évidemment, le président, il ne vivait pas à l'intérieur de ce bâtiment-là, il vivait dans un immense palais qui s'appelait la Quinta Unzué. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de ce palais. Le dernier président à y vivre est Juan Domingo Perón. En fait, ça a quasiment été le seul président à vivre à l'intérieur de ce palais. Alors aujourd'hui, il ne reste plus rien de la Quinta Unzué, quoique il y a quand même encore ce bâtiment qui a persisté, dans lequel il y avait à l'époque le quartier des majordomes. Aujourd'hui, c'est l'Institut national Juan Domingo Perón et il a résisté à la démolition du palais qui a eu lieu en 1955 lors d'un coup d'État qui a renversé ce président. Ça peut paraître un peu étrange, mais les militaires à la tête de ce coup d'État ont immédiatement voulu détruire la Quinta Unzué parce que c'était bien plus qu'une résidence présidentielle. 3 ans avant le coup d'État, Eva Perón, la première dame, décède d'un cancer dans ce palais. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle sous le nom d'Evita. C'était une actrice mais aussi une femme politique. Elle était très engagée pour le droit des femmes et a notamment obtenu l'adoption de la loi sur le suffrage des femmes. Une loi qui porte d'ailleurs son nom. Beaucoup d'Argentins l'idolâtraient et lorsqu'elle décède à seulement 33 ans, tout le pays est en deuil. Durant des mois, même des années, des foules lui rendent hommage devant les grilles du palais à tel point qu'il devient un lieu de culte et de pèlerinage. Pour certaines personnes, il y avait quelque chose de mystique à cet endroit. Alors bien sûr, cela ne plaisait pas du tout aux militaires qui ont renversé le pouvoir de son mari. Donc, ils décident de détruire les lieux, mais aussi de réprimer et de censurer toute personne exprimant un soutien envers l'ancien président, sa femme ou son parti politique. Bref, c'était une dictature et elle durera 3 années jusqu'en 1958. Hasard des dates, c'est en 1958 que cesse la dictature et qui est décidé de déménager la Bibliothèque nationale devenue trop petite dans un nouveau lieu. En 1961, un concours est lancé et avec 2 particularités. Il y avait seulement les architectes qui pouvaient y participer et seulement s'ils étaient argentins. Le concours est remporté par 3 architectes associés pour l'occasion. Alicia Casinga, son mari Francisco Jorge Bullrich et Clorindo Testa. De ces 3 architectes, c'est Clorindo qui a eu la carrière la plus prolifique et dont on parlera le plus. Alicia est décédée à l'âge de 40 ans et Francisco est plus actif dans le milieu académique que sur les chantiers. On finit l'introduction de l'espace dans lequel on se trouve en vous parlant du nom de cette place qui s'appelle la Plaza Perón en hommage à cette femme. Et juste derrière moi, il y a également une statue qui a été construite en hommage à cette même femme, Eva Perón. C'est pour dire l'importance qu'elle a eue à l'époque et encore aujourd'hui. En fait, c'est un peu la Lady Di d'Argentine. On se trouve dans le quartier de Recoleta, c'est un quartier très connu pour ses architectures néoclassiques. Par endroits, on a même l'impression d'être à Paris. Et ce n'est pas pour rien, il y a beaucoup d'architectes français qui ont été appelés pour construire des petits hôtels particuliers ici au début du XXe siècle. Alors maintenant, certains de ces hôtels particuliers ont été détruits, mais malgré tout, il y en a qui persistent et d'autres qui sont plus modernes, qui ont été construits nouvellement. Finalement, Recoleta est un quartier qui est très chic ici à Buenos Aires. Recoleta est aussi un lieu incontournable des circuits touristiques pour son cimetière où sont enterrées de nombreuses célébrités argentines. D'ailleurs, la tombe la plus visitée est celle de Eva Perón.
Alors quand on marche dans les rues de Recoleta et qu'on arrive devant ce gros bâtiment là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas banal qui se passe, et ça c'est un premier tour de force de la part de l'architecte. On verra qu'il y en a d'autres. C'est de construire une bibliothèque nationale, je dis bien nationale, avec un style qui ne correspond pas du tout avec ce qui existait ici à l'époque. Clorindo Testa se revendique du mouvement moderne qui par essence est un mouvement international. Pour rejoindre la bibliothèque, il y a plusieurs chemins et parcours dans le parc et ça permet à chaque fois d'avoir des vues différentes sur la bibliothèque. Peu importe les chemins qu'on emprunte, dès qu'on arrive proche de la bibliothèque, on a vraiment une impression de monumentalité avec cette boîte qui est perchée sur 4 pattes. Elle est hyper haute et elle est vraiment très impressionnante. Surtout que pour pouvoir accéder au bâtiment, on est obligé de passer en dessous de celui-ci. Les entrées se trouvent juste là. C'est assez marrant parce que ce bâtiment est vraiment très massif aussi, le fait qu'il soit en béton apparent, ça accentue cela, mais aussi il a l'air assez léger parce que il semble voler. Le fait que le volume soit sur 4 points d'appui, eh bien ça crée une sorte de transparence et donc le parc est interconnecté de partout. On passe tout le temps en dessous de ce bâtiment pour aller d'un endroit à un autre du parc et en plus il y a plein de rampes et d'escaliers qui donnent des accès à ce parc. Cette bibliothèque est un coup de pied dans la fourmilière. Il y a vraiment une volonté de rompre avec les codes de l'époque, de faire quelque chose d'avant-gardiste, de nouveau. Et d'ailleurs, le fait que cette bibliothèque soit de style brutaliste, rien que le mot brutaliste, on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas banal et qui est radical avec ça. Le brutalisme est une tendance architecturale venue d'Europe et qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu reconstruire beaucoup de logements et très rapidement. Mais son moment de gloire est entre 1960 et 1975. On retrouve alors ce style un peu partout dans le monde. L'une des premières architectures brutalistes et parmi les plus connues est sans doute la Cité radieuse de Marseille, réalisée par l'architecte Le Corbusier. L'historien et critique d'architecture Rainer Benham théorise ce mouvement dans l'ouvrage The New Brutalism en 1966. Pour lui, 3 points caractérisent le brutalisme: la lisibilité formelle, l'exposition claire de la structure et la mise en valeur du matériau tel quel. Même si la grande majorité des architectures brutalistes sont en béton, c'est assez marrant de voir que le tout premier édifice reconnu comme étant de ce style n'utilise que très peu de béton. C'est la Hunstanton School de Peter et Alison Smithson. Pour revenir à Buenos Aires, les architectures brutalistes les plus connues sont la Banque de Londres et bien sûr la Bibliothèque nationale. Et dans les architectes de ces 2 édifices, on retrouve notre fameux Clorindo Testa. Avec cette architecture dans un lieu public en plein milieu d'un parc à la vue de tous, Clorindo Testa ouvre la porte à la critique culturelle. La critique culturelle, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Allez, maintenant on rentre à l'intérieur. Et on va tout de suite aller à la salle la plus impressionnante de la bibliothèque, la salle de lecture. Pour y accéder, on va prendre l'ascenseur et aller au 5e étage. Et ces ascenseurs, ils se trouvent dans l'une des 4 pattes qui soutiennent le bâtiment. Ces colonnes sont donc structurelles, mais aussi des circulations. Alors là, on vient d'arriver au 5e étage de la bibliothèque, dans la salle de lecture. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on arrive dans ce volume, on voit qu'il est baigné de lumière. En fait, il est vitré sur toutes ses faces et donc il y a de la lumière directe qui arrive de partout. Là, c'est encore assez bas de plafond, mais quand on arrive ici, on a des vitres qui font une double hauteur avec d'autres volumes en mezzanine. Et ça se passe en fait partout dans cette pièce de la salle de lecture. Voilà, donc là on vient d'arriver dans la partie qui regarde le Rio de la Plata. C'est une vue vraiment à l'infini. On voit l'horizon du fleuve à travers ces fenêtres. Toutes ces fenêtres dans la salle de lecture, c'est une rupture drastique avec la conception de la lecture. En fait, ça rend possible une lecture liée à l'imagination, à la libre association d'idées et
à l'errance de la subjectivité. Bref, c'est parfait pour se laisser déconcentrer pendant qu'on est en train de lire. Et ça, c'est en opposition avec l'académisme. Alors l'académisme, c'est un courant qui se caractérisait par le respect de certaines grandes règles et grands principes. Le plus bel exemple, c'est le style Beaux-Arts qui était en vogue au XIXe siècle et contre lequel le mouvement moderne est apparu. Le style architectural moderne et avant-gardiste de cette bibliothèque qu'on a pu apercevoir depuis l'extérieur se traduit aussi dans son organisation spatiale intérieure avec cette salle de lecture. C'est assez révolutionnaire en fait d'avoir toutes ces vitres qui entourent la salle de lecture. D'habitude, ce ne sont pas des vitres, ce sont des livres qui entourent les salles de lecture. C'est justement le modèle qui a été utilisé dans l'ancienne Bibliothèque nationale avant qu'elle ne déménage ici. Et il y a une superbe photo derrière moi. On le voit, c'est 1, 2, 3 étages remplis de rayonnage de livres. Il n'y a aucune fenêtre, hein. Et donc c'est totalement différent et totalement en opposition avec l'espace dans lequel je me trouve maintenant. Vous vous souvenez qu'un petit peu plus tôt, je vous parlais de critique culturelle. Eh bien, elle est là. La critique culturelle. Elle est dans l'organisation de cette salle de lecture. Alors qu'on est dans un lieu très intellectuel, une bibliothèque en somme, Clorindo Testa organise cet espace pour que l'on puisse rêver, se laisser aller et même en fait être inspiré par autre chose que les livres. Je suis revenu 2 minutes devant cette magnifique photo parce que c'est quand même joli, hein, c'est un grand mur plein de livres et en fait j'ai remarqué que les tables qui étaient utilisées à l'époque avec les lampes et les fauteuils, ce sont exactement les mêmes qui sont présents aujourd'hui dans cet espace. Alors derrière nous, normalement, il devrait y avoir des pare-soleils en aluminium, mais ces pare-soleils, ils n'ont jamais été construits, tout simplement parce qu'ils ont fait partie des coupes budgétaires de fin de chantier. Il faut dire que le chantier a quand même duré 30 ans, donc à un moment, je pense qu'ils n'avaient plus d'argent. C'est quand même remarquable qu'en 30 ans, le projet n'ait pas changé par rapport au dessin du concours. T'imagines, 30 ans, c'est quasiment le temps d'une carrière. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les architectes, on a l'impression qu'ils sont jamais à la retraite. Peter Zumthor, il a 81 ans, Tadao Ando, 83 ans, Renzo Piano, 87 ans. Il y a qui d'autre ? C'est bon, on a compris. En gros, on n'aura jamais de retraite. C'est ça. Et d'ailleurs, un fun fact, lors du chantier de la bibliothèque, quand ils ont commencé à faire les fondations, ils ont trouvé les restes d'un glyptodon. Alors un glyptodon, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est un animal préhistorique qui ressemble à ça. Je vais mettre une photo juste là. Et Clorindo Testa s'en est amusé en disant que la bibliothèque était un glyptodon qui avait remplacé un autre glyptodon. C'est peut-être pour ça que le chantier il a mis autant de temps aussi. Ouais, c'est vrai que Clorindo Testa décrit et délimite ses œuvres comme un calcul des chemins entre différents points de vue pour ceux qui les empruntent. Les escaliers et les rampes sont utilisés pour distraire le spectateur et capter le regard de celui-ci. L'architecture du bâtiment devient la scénographie et l'utilisateur est un spectateur. Comme par exemple la rampe sur laquelle je me trouve, quand on est dans la bibliothèque, tout le monde te regarde. Et toi, tu as une vue aussi sur tout le monde et sur cette magnifique vue du Rio de la Plata. La rampe devient vraiment un objet dans l'espace. C'est un objet que tu regardes, mais aussi un objet que tu empruntes. Bon, vous allez me demander, mais les livres, où ils se trouvent ? Parce qu'effectivement, il n'y en a pas ici. En fait, le programme du concours, il était double. Il fallait une bibliothèque et un entreposage pour toute la classification de l'œuvre argentine. Ce que Clorindo Testa et les architectes ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé ces deux entités. Donc il y a une partie bibliothèque et une partie entreposage, stockage, qui se trouve en sous-sol, en dessous du niveau de la rue. Mais en plus, dans cette partie en sous-sol, il a mis tous les livres qui normalement sont en accès public. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils étaient protégés de la lumière, mais aussi ils étaient facilement accessibles par des gens qui, eux, savent comment ces classifications marchent. Et donc, lorsqu'on a besoin d'un livre, on doit aller au comptoir, le demander, et il arrive depuis le sous-sol. Voilà comment arrivent les livres, par des petits ascenseurs. C'est pas des monte-plats, c'est des monte-livres. Putain, c'est trop mignon. T'as les petits boutons là. C'est vraiment un ascenseur miniature.
me retrouve maintenant au sous-sol et cet espace, même s'il est au sous-sol, en fait c'est un peu le cœur de la bibliothèque. C'est là où tous les manuscrits sont conservés et ils sont entreposés au sous-sol, donc pour des raisons fonctionnelles, parce que comme ça tout se trouve à ce niveau-là et il n'y a que les gens qui travaillent à la bibliothèque qui peuvent avoir accès à ces manuscrits, et aussi du fait qu'ils sont en sous-sol, il n'y a pas de lumière naturelle qui arrive ici, c'est que de la lumière artificielle et donc ça aide à la conservation des livres. Ces livres en fait ont été mis au sous-sol pour une troisième raison, parce que le papier est très lourd. Et donc ça permettait de ne pas avoir des charges trop lourdes aux étages. C'est une architecture assez simple. Ici, c'est des colonnes, des poutres et un sol. C'est très fonctionnel, très pratique. Ces livres, ils sont envoyés par ces petits ascenseurs aux étages dans les salles de lecture. Derrière moi, on peut le voir, il y a ces petits tapis roulants sur lesquels les travailleurs peuvent mettre les livres et donc ils peuvent aller d'un secteur à un autre sans devoir se fatiguer à les porter parce qu'il y a énormément de livres ici qui circulent. Et alors il y a deux niveaux de sous-sol, on le voit ici avec ce tapis qui descend. Le fait d'être en sous-sol, ça permettait aussi d'agrandir cet espace de stockage si jamais il y avait besoin à un moment de stocker plus et plus de livres. Maintenant avec la digitalisation de tous les manuscrits, c'est pas sûr qu'il y ait besoin d'agrandir ces espaces. Pour l'instant, il suffit, si jamais ils reçoivent encore et encore des livres, c'est possible de s'agrandir sans affecter le volume qui se trouve à l'étage. Alors on n'a pas trop compris où on nous emmenait, mais en gros on a dû mettre un casque de sécurité parce qu'il y a une partie du bâtiment qui est en rénovation. Donc voilà, le gentil monsieur de la sécurité qui nous suit depuis ce matin et qui nous fait visiter les lieux a proposé de nous emmener à un endroit qui s'appelle la pyramide. Et c'est marrant parce qu'avec toutes les recherches qu'on a fait, je ne savais pas qu'il y avait une pyramide dans ce bâtiment. À Paris, il y a la pyramide du Louvre, et on va à la pyramide de Buenos Aires, la pyramide de la Bibliothèque nationale. Elle est un petit peu moins impressionnante, j'ai l'impression. ¿Qué parte está en transformación? Sería más que nada todo el sector de arriba, lo que sería el techo y también la azotea de la biblioteca. Ah, ok. Bon, rien de grave et finalement rien à voir avec la pyramide. On a dû mettre les casques parce qu'on est juste en bas du bâtiment et c'est une partie qui a été assez endommagée les derniers jours à cause des grosses pluies qu'il y a eu ici à Buenos Aires. Et en fait, une partie du béton s'est décrochée et voilà, un petit peu endommagé le bâtiment et il y a des risques que du béton nous tombe sur la tête. Donc voilà, c'est pas un bâtiment tout neuf évidemment, il est en train de tout doucement devoir être rénové et voilà, c'est des trucs qui arrivent. Hein. C'est quand même hyper impressionnant une fois qu'on est en bas et en dessous du bâtiment. On a une énorme masse au-dessus de nous. C'est assez incroyable ce point de vue là. Enfin, on est en dessous quoi. C'est un point de vue très spectaculaire. Je me répète, mais c'est vraiment très spectaculaire. Donc, comme on l'a déjà dit, un des concepts du brutalisme, c'est que la forme suit la fonction. Et donc derrière moi, cette grosse masse en béton, on peut le voir, elle est un peu inclinée comme ça vers le bas. Et bien en fait, c'est l'auditoire. Et le petit volume qui est sur le côté, c'est les coulisses en fait. Et on voit qu'il y a un petit tunnel et hop, en fait, t'accèdes à l'estrade. C'est vraiment ces deux volumes, ils sont dessinés pour la fonction et on le ressent nous à l'extérieur. La salle de lecture se trouve donc tout au-dessus du bâtiment. Ce sont les grandes baies vitrées qui se trouvent au dernier étage. Juste en dessous, on a tout l'étage des bureaux. Et en fait, les autres fonctions comme le café, l'auditoire et une salle d'exposition, eux sont des volumes qui sont suspendus à cette grande boîte. Et c'est assez inhabituel de voir des volumes par en dessous. En fait, ça crée une sixième façade. Et cette sixième façade, elle est traitée avec autant d'importance que tout le reste du bâtiment. Et ce que je trouve super chouette, c'est que cet espace, en fait, ça crée une sorte de place couverte. C'est une sorte de transition entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. On est toujours à l'extérieur, mais on est protégé des intempéries, mais on n'est pas encore dans la bibliothèque. Et malgré tout, c'est un espace public. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fermeture, donc tout le monde peut aller et venir. Et ça participe à la connexion du bâtiment avec le reste de son environnement. Comme Mathieu nous a montré, nous on est rentré par 7 pattes du bâtiment. Je vais appeler ça des pattes parce qu'il y a 4 points de contact avec le sol, donc comme 4 pattes. Et
Celle-ci, c'est aussi un noyau de circulation. Il y a aussi un ascenseur et aussi un escalier, mais eux, ils vont directement à l'auditoire. Et c'est pour pouvoir avoir une circulation divisée. Donc il y a la circulation de la bibliothèque et la circulation de l'auditoire. Ça permet de pouvoir ouvrir uniquement l'ascenseur de l'auditoire et de pouvoir faire des événements aux horaires où la bibliothèque est fermée. Donc c'est assez pratique. Donc un noyau de circulation, c'est là où il y a les ascenseurs, les escaliers, mais c'est aussi la structure. Donc c'est ces points qui portent l'énorme masse de la bibliothèque qui est au-dessus de moi. Cette patte, elle n'a pas d'ascenseur et pas d'escalier, donc il n'y a pas de circulation. Du coup, on peut bien voir la masse de la structure. Et comme cet espace a été vide, il a été utilisé pour mettre un petit kiosque où tu peux venir chercher ton café quand la bibliothèque est ouverte. Un espace qui a été laissé libre et qui a été utilisé. C'est un chouette endroit. Bon, en fait, je me rends compte que dans cette vidéo, on a fait les choses un petit peu à l'envers. D'habitude, on te parle tout de suite de l'architecte et puis on rentre plus en détail dans le bâtiment. Là, je vais finir en te parlant de son architecte principal, Clorindo Testa. Alors, il est né à Naples en 1923, mais il ne reste que 3 mois en Italie. En fait, juste le temps de sa naissance. Son père fait expressément le voyage depuis l'Argentine pour sa naissance et après, il revient en Argentine. Et donc, c'est tout naturellement qu'il fait ses études ici, à Buenos Aires. Il termine ses études d'architecture en 1948 et tout de suite, il a une vocation avant-gardiste dans son architecture, mais aussi dans un art qu'il pratique, la peinture. Ses œuvres peintes sont d'ailleurs tout aussi reconnues que ses architectures. Bueno, yo soy arquitecta, soy Marité Lamas, trabajo acá en la Biblioteca Nacional. ¿En qué estado está ahora la biblioteca? ¿Cómo funciona? No hubo grandes cambios, sí, como decía hace un ratito, sí hubo que asignar espacios que antes no existían y que ahora es necesario que sí existan. Por ejemplo, tenemos todo el área donde se está digitalizando. En rasgos generales, la biblioteca conserva al 90% todo tal cual lo diseñó Clorindo Testa. ¿Y cómo fue recibido esta arquitectura que es muy diferente del estilo de los palacios franceses? No muy bien. No muy bien. No muy bien. Es el día de hoy que hay mucha gente que no la quiere. Todavía. O sea, no. Es muy criticada, o sea, ay, qué fea, que es muy fea, que es esto, que es aquello. Pero, sin embargo, vienen personas de todas partes del mundo a conocerla, a recorrerla. Es un lugar de mucha actividad cultural. Aquí se hacen conciertos, obras de teatro que son totalmente gratuitas. Pero siempre hay un resquemor de aquellos que no querían que este lugar perteneciera al pueblo, a la gente, a todos. No pertenece a la ciudad de Buenos Aires, pertenece a todos los argentinos. Pero bueno, es un emblema del brutalismo acá en Sudamérica también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, por un placer, encantada. Sí, muchas gracias, perfecto. Alors moi, ce bâtiment, il me fait penser au Centre Pompidou. Tout comme lui, ça a été un geste radical et c'est un bâtiment qui a été beaucoup critiqué au moment de sa construction. Alors je sais pas pour toi, mais moi, 7 ans après avoir visité pour la première fois cette bibliothèque, ce bâtiment me fascine toujours autant. Et oui, moi aussi.